Le championnat de Formule 1 1951 reprend ses droits dans une continuité apparente avec l'année précédente. Cependant, un nouveau joueur de poids, une écurie devenue depuis la plus titrée de l'histoire de la F1, fait son entrée dans l'arène. Ferrari arrive avec la F375 plus déterminée que jamais à arracher la couronne à Alfa Romeo et leur Alfetta 159. En ce début de saison, la voiture au cheval cabré part avec un léger retard de 50 chevaux par rapport à l'Alfa Romeo, mais l'inclusion d'un V12 à leur concept permet une grande marge de développement. Du côté d'Alfa Romeo, leur moteur de 8 cylindres léger et agile, qui a déjà prouvé sa performance et sa fiabilité, va leur donner un vrai avantage. Les experts penchent davantage en faveur d'Alfa Romeo, fort en expérience avec leur modèle de voiture étant quasiment le même que l'année passée. Ferrari, outsider, encore un apprentissage, est vu comme une menace occasionnelle, capable de décrocher une ou deux victoires au mieux. Et vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas vu notre première vidéo, que je vous conseille vivement d'aller voir, un rapide rappel du règlement s'impose. La seule réglementation technique qui est vraiment imposée, c'est un moteur de 4,5 litres. Pour ce qui est des cylindres, du type et du nombre de moteurs, c'est totalement libre. Le carburant et les pneus également ne dépendent que du choix des équipes. Des règles surprenantes, aujourd'hui disparues, marquent cette époque. Pendant la course, les pilotes peuvent échanger de voiture avec leurs coéquipiers séparant le nombre de points en deux, ce qui sert notamment en cas d'abandon. Durant les qualifications, un pilote peut prendre la place de son coéquipier sur la grille. Pour déterminer la grille de départ d'un Grand Prix, ce qu'on appelle les essais libres aujourd'hui sont les qualifications en 1951. Le meilleur temps de chaque pilote est retenu sur les deux séances du week-end. Une règle importante, c'est le barème de points. Le premier en obtient 8, le second 6, le troisième 4, le quatrième 3, le cinquième 2. Puis, le meilleur temps réalisé sur un tour dans la course rajoute un point supplémentaire. Sur la saison, les 4 meilleurs résultats de chaque pilote sont gardés au classement final. Cette règle a pour but de minimiser l'impact des abandons qui sont assez fréquents à cette période. Ces résultats vont se définir sur 8 circuits emblématiques: Suisse, Indianapolis, Belgique, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne. Je vous laisserai découvrir les circuits en détail durant la vidéo. Petit aparté pour bien dire que je ne parlerai tout simplement pas d'Indianapolis. Le circuit n'a absolument aucun impact avec le championnat, il rajoute juste du temps à la vidéo pour rien. La saison 1951 de Formule 1 démarre en Suisse sur le circuit urbain de Berne. Ce tracé, inchangé par rapport à l'année précédente, est célèbre pour sa complexité et ses nombreux pièges promettant une voiture de saison riche en rebondissements. Cependant, tout le monde ne débute pas sur un pied d'égalité. Alberto Ascari, encore marqué par un accident survenu quelques semaines auparavant, aborde cette première course diminue physiquement, ce qui complique sérieusement ses chances. Pendant ce temps, Manuel Fangio, en pleine forme, s'illustre dès les qualifications en décrochant la pole position devant son coéquipier. Et en ce premier Grand Prix, je vais appuyer quelque chose de très important. Jusqu'ici, la F1 a toujours eu une météo favorable. Et sur l'entièreté de ce week-end, une pluie fine s'est installée et pose un défi supplémentaire aux pilotes. C'est le premier Grand Prix sous la pluie de l'histoire de la Formule 1, le Grand Prix de Suisse inaugural de la saison 1951. Au départ, Fangio conserve l'avantage et reste en tête, suivi de Giuseppe Farina. La première Ferrari, pilotée par Luigi Villoresi, occupe la 4ème place. Un bel léger Bordeaux sauvé par les monoplaces limite les déplacements. Le deuxième tour change cependant la donne. Villoresi manque un virage et termine sa course dans le décor. Pendant ce temps, les Alfa Romeo et surtout Fangio semblent intouchables. Pendant les derniers tours, la Ferrari de Piero Taruffi vient troubler l'ordre établi. L'Italien affiche un rythme nettement supérieur et parvient à dépasser Farina dans un mouvement audacieux lors du dernier tour. Cela n'empêche pas Fangio de franchir la ligne d'arrivée en grand vainqueur avec plus d'1 minute d'avance sur son plus proche concurrent. Il signe ainsi son 3ème hat-trick. Taruffi et Farina complètent le podium, tandis qu'Alberto Ascari, malgré ses difficultés physiques, termine courageusement à la 6ème place. Après ce premier Grand Prix, on peut noter plusieurs choses. Premièrement, Ferrari est au-dessus des prédictions. Le dépassement de Taruffi, qui est un pilote remplaçant sur Farina, doit faire trembler les champions du monde et toute la grille sur le potentiel de la voiture rouge dans cette saison. Secondo, Farina n'est plus autant au niveau et voit Fangio devenir pilote numéro 1 Alfa Romeo. Cap sur l'un des grands prix les plus mythiques de la Formule 1. Un rendez-vous toujours inscrit au calendrier aujourd'hui, Spa-Francorchamps. A l'époque, ce circuit mesurait pas moins de 14 km, un tracé rapide et périlleux, souvent comparé à Monza en termes de vitesse moyenne. Les qualifications confirment la domination des Alfa Romeo. Manuel Fangio décroche la pole position avec 3 secondes d'avance sur Giuseppe Farina, tandis que les Ferrari accusent un retard de 5 secondes, les Alfetta semblent une fois de plus intouchables. Le lendemain, les pilotes prennent place sur la grille. Contrairement à aujourd'hui, le premier virage n'est pas la source, mais le rouge. Au feu vert, Luigi Villoresi réalise un départ canon et prend la tête, tandis que Farina reste en 2ème position. Fangio de son côté rate complètement son envol et rétrograde en 4ème position derrière Alberto Ascari. Les Ferrari dominent clairement ce début de course. S'ensuit une intense bataille entre les leaders, où les dépassements et contre-attaques se multiplient. Cependant, au 3ème tour, Farina prend l'avantage. Une fois passé, il imprime son rythme et rappelle à Ferrari qui est le patron. Fangio, quant à lui, se ressaisit et double successivement Villoresi et Ascari. La lutte devient alors
un duel de titans entre le champion en titre et le leader de championnat. Mais un tournant majeur se produit lors des arrivées au stand. Farina en tête s'arrête le premier pour ravitailler, suivi un tour plus tard par Fangio. Et là, c'est la catastrophe. L'arrêt de Fangio s'éternise pendant près de 15 minutes. L'Argentin reste immobilisé, victime d'un accident technique. Malgré cet énorme coup dur, Fangio garde son calme, là où d'autres pilotes auraient laissé exploser leur frustration. Le reste de la course est bien plus calme. Sans grande bataille à signaler, Farina conserve logiquement sa position de leader et s'impose, décrochant sa 4ème victoire en Formule 1. Ce succès lui permet de reprendre la tête du championnat devant Fangio. Les Ferrari de Ascari et Villoresi complètent ce podium 100% italien. Quant à Fangio, son cauchemar au stand le relègue à une décevante 9ème place hors des points. Bienvenue au Grand Prix de France, seulement 2 semaines après le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Les courses s'enchaînent à un rythme effréné et la tension est palpable. Chaque pilote ne pense plus qu'à décrocher la couronne. En qualification, le scénario habituel se répète. Juan Manuel Fangio s'adjuge la pole position, suivi de Giuseppe Farina et Alberto Ascari. Lorsque les feux s'éteignent, Farina manque complètement son départ, patinant et chutant jusqu'à la 6ème position. En tête, Ascari ne perd pas trop de temps. Dès le premier tour, il dépasse Fangio et il impose un rythme impressionnant lui collant près d'une seconde. Farina de son côté entame une remontée spectaculaire dépassant 2 monoplaces italiennes pour se hisser en 4ème position. Tour après tour, Farina continue son ascension jusqu'à se mêler au groupe de tête. Mais le tournant de la course arrive rapidement. Ascari, qui mène la danse, est contraint de céder sa première place à Fangio en raison de problèmes de frein. Quelques instants plus tard, il l'abandonne dans la déception générale. Spectateurs et paddock partagent la même frustration. La stabilité des voitures brise une bataille prometteuse pour la victoire où Ferrari aurait pu décrocher son tout premier succès. Ascari n'est pas le seul à souffrir de soucis mécaniques. Fangio, désormais en tête, rencontre des problèmes d'allumage. C'est alors que Farina hérite de la première place. Le champion en titre vit un Grand Prix riche en rebondissements, mais il semble que la chance ne soit pas de son côté. Malgré un nouvel arrêt au stand, les problèmes de Fangio persistent, laissant penser qu'il pourrait finir une 2ème course consécutive hors des points. Mais l'espoir renaît grâce à Luigi Fagioli, l'Italien suivant les consignes d'équipe, cède sa voiture à Fangio. Avec près de 2 minutes de retard sur son coéquipier, Fangio entame alors l'une des remontées les plus spectaculaires des années 50. À la mi-course, ce dernier au volant de la voiture de Fagioli dépasse les Ferrari et réduit son retard à 1 minute 30. À chaque tour, il reprend près de 2 secondes à Farina. Lorsque vient le moment des ravitaillements, la pression atteint son paroxysme, mais rien ne se passe comme prévu pour Farina. À peine sorti des stands, son pneu avant gauche éclate. Forcé de revenir au ralenti, il perd un temps précieux. Mais ce n'est pas tout. La situation empire. Dépassé mentalement, il rate son stand, devant reculer manuellement sa voiture pour le regagner. Ce cafouillage lui coûte 3 minutes et avec elle une victoire qui semblait lui tenir les bras. Fangio profite de l'occasion et s'empare de la première place, franchissant la ligne d'arrivée en vainqueur grâce à la voiture de Fagioli. Ascari, pilotant la voiture de Gonzalez, termine second, tandis que Farina, malgré ses mésaventures, sauve un podium en dépassant Villoresi en toute fin de course. Bien que Fangio ait partagé les points de sa victoire avec Fagioli, il prend la tête du championnat avec un maigre point d'avance sur Farina. Nous voilà où tout a commencé, à Silverstone, théâtre de la toute première course de Formule 1 en 1950. Cette fois, nous y assistons à la 4ème manche du championnat 1951. Avec le cap de la mi-saison franchi, la tension monte. Les pilotes plus déterminés que jamais savent que le titre reste accessible à tous. Ferrari arrive en force avec des améliorations notables sur ses voitures. Le tracé quant à lui reste inchangé par rapport à l'an dernier. S'il présente quelques similitudes avec le Silverstone que nous connaissons aujourd'hui, il est plus court d'1 kilomètre et beaucoup plus lent. Une caractéristique rare, surtout quand on le compare au circuit de l'époque. Ce tracé favorise davantage la souplesse des voitures que leur puissance brute, rendant les réglages cruciaux pour espérer la victoire. La surprise des qualifications vient de José Froilán González. Le pilote argentin fraîchement recruté par la Scuderia Ferrari décroche la pole position avec 1 seconde d'avance sur son compatriote Juan Manuel Fangio. Mais là vous vous demandez, qui est ce nouveau venu ? González est un pilote d'expérience connu pour sa vitesse et cette performance confirme tout son potentiel. Après un week-end difficile en France, Ferrari semble enfin avoir une opportunité historique, celle de décrocher sa première victoire en Formule 1. Le départ est explosif. 3 pilotes abordent le premier virage côte à côte, mais Fangio en ressort perdant. C'est dans la tête à Bonetto, le 3ème pilote d'Alfa Romeo. González se retrouve 2ème, suivi de Farina et Ascari. Dès le 2ème tour, les Ferrari montrent qu'elles sont venues pour s'imposer. González prend les commandes de la course tandis qu'Ascari se hisse sur le podium. Fangio, bien conscient que son compatriote pourrait s'échapper en tête, enclenche une remontée spectaculaire. En quelques tours, il dépasse Villoresi, Farina, Ascari et Bonetto, revenant ainsi en 2ème position. La bataille est désormais 100% argentine. Fangio dépasse González et s'installe en tête, creusant rapidement un écart de 5 secondes. Les deux pilotes semblent intouchables, survolant littéralement la course dans ce qui devient l'une des premières batailles rapprochées de l'histoire de la Formule 1. Mais enfin, la stratégie joue un rôle crucial. Les Alfa Romeo doivent ravitailler davantage en carburant et perdent un temps précieux lors des ravitaillements, un désavantage face aux Ferrari plus économes. González en profite pour reprendre la tête et bien que Fangio tente de combler son retard dans une lutte acharnée, il ne parvient pas à rattraper son compatriote. Le rookie franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, mettant fin à une domination sans partage d'Alfa Romeo qui durait depuis 1 an et demi. Ferrari décroche ainsi sa toute première victoire
victoire en Formule 1, lançant une dynastie qui marquera l'histoire du sport automobile. Luigi Villoresi complète le podium, profitant des abandons d'Ascari et Farina, tous deux trahis par leur mécanique. Enfin, notons l'apparition remarquée de BRM qui dispute son premier Grand Prix et marque ses premiers points en F1. Bienvenue sur l'un des circuits les plus majestueux et redoutables du monde, le Nürburgring. Ce tracé légendaire, encore en activité aujourd'hui, s'étend sur 28 km et compte pas moins de 176 virages. Avec ses sections mythiques, ses 300 mètres de dénivelé et des montées atteignant 17% d'inclinaison, il offre un défi unique que peu de circuits peuvent égaler. Après la victoire historique de Ferrari à Silverstone, Alfa Romeo commence à sentir la pression. Bien qu'elle conserve un rythme globalement supérieur, la gourmandise en carburant de ses voitures devient un handicap de plus en plus visible, favorisant les rouges de Maranello. Lors des qualifications, Ferrari s'impose avec autorité. Alberto Ascari décroche la pole position, suivi de son coéquipier argentin. Derrière, Manuel Fangio sauve le lien d'Alfa Romeo avec une 3ème place synonyme d'une première ligne, tandis que le champion en titre ne peut faire mieux qu'une 4ème position à 5 secondes de la pole. Cependant, au départ, les Alfa Romeo montrent qu'elles n'ont rien perdu de leur explosivité. Fangio réalise un excellent envol et s'empare immédiatement de la tête, tandis qu'Ascari peine à conserver sa position face à Farina. Mais rapidement, le pilote Ferrari impose ce rythme et reprend l'avantage sur son compatriote avant de se lancer à la poursuite de Fangio. 4ème tour, Ascari parvient à dépasser l'Argentin et s'installe en tête, profitant du rythme élevé de sa Ferrari pour creuser l'écart. Lorsque les arrêts au stand arrivent, la situation se complique pour Alfa Romeo. Fangio perd sa seconde place au profit de Gonzalez, tandis que le camp Alfa subit un coup dur. Farina est contraint à l'abandon, mettant fin à ses espoirs de décrocher un 2ème titre mondial. Avec une seule voiture encore en lice pour le championnat, toute la pression repose désormais sur Fangio. Mais l'Argentin ne lâche rien. Malgré la domination des Ferrari, il hausse la cadence et parvient à reprendre la tête grâce à des tours d'une régularité impressionnante, égalant même le temps de pole signé par Ascari. Cependant, les ombres de la fiabilité rôdent autour de l'Alfetta. Des problèmes de boîte de vitesse se manifestent, ralentissant Fangio qui cale en quittant son stand. Ce contretemps coûte cher. Ascari en profite pour reprendre les commandes jusqu'au drapeau à damier. Il remporte une victoire cruciale tandis que Fangio doit se contenter de la seconde place. Gonzalez complète en 3ème place et offre le double podium à Ferrari. Au classement général, la situation devient brûlante. Avec 2 courses restantes, Ascari n'est plus qu'à 9 points de Fangio. Ce qui semblait être un championnat largement dominé par Alfa Romeo devient désormais une bataille serrée avec la possibilité de voir Ferrari décrocher son premier titre mondial. Nous voici de retour sur le circuit où tout s'était joué en 1950, Monza. Théâtre de l'ultime course de la saison précédente. Cette année encore, ce tracé mythique pourrait bien marquer un tournoi décisif dans le championnat. Ferrari est en pleine dynamique et avec Ascari à domicile, l'ambiance promet d'être électrique. De son côté, Fangio sait qu'il veut conserver l'avantage au championnat. La victoire est impérative ici en Italie. Les essais de vendredi disputés sous pluie fine avaient été dominés par les Ferrari, mais dès le samedi, les Alfa Romeo se montrent sous leur meilleur jour. Exploitant pleinement leur potentiel, elles s'emparent des 2 premières places sur la grille avec Fangio en pole position. Sous une chaleur écrasante, les pilotes s'élancent pour cette avant-dernière manche de la saison. Les Alfa Romeo prennent un excellent départ. Fangio conserve la tête, protégé par son coéquipier Farina. Mais très vite, Ascari fait parler la puissance de sa Ferrari, dépassant Farina avant de fondre sur Fangio pour prendre les commandes de la course. La foule exulte à l'idée qu'une Ferrari pilotée par un Italien puisse triompher à Monza. Les malheurs s'enchaînent rapidement pour Alfa Romeo. Farina et une autre Alfetta sont contraints à l'abandon dès les 5 premiers tours, laissant Fangio seul face au Ferrari. Malgré tout, l'Argentin ne se laisse pas impressionner. Il reprend la tête à Ascari et commence à creuser un écart. Mais les conditions éprouvantes finissent par avoir raison de sa machine. Un pneu éclate et Fangio perd un temps précieux pour revenir en piste. C'est à ce moment que le pilote argentin montre toute sa détermination. Relégué loin derrière le peloton de tête, il entame une remontée impressionnante une nouvelle fois, alignant des tours rapides et effectuant plusieurs dépassements audacieux. Au fil des tours, il parvient à réduire l'écart avec Ascari à seulement 1 minute. Lorsque les Ferrari effectuent leurs arrêts au stand, Fangio semble sur le point de revenir dans la lutte pour la victoire. Mais à ce moment précis, la mécanique en décide autrement. À force de solliciter son Alfa Romeo à la limite, celle-ci rend l'âme, contraignant Fangio à l'abandon. C'est le scénario catastrophe pour Alfa Romeo. Ascari s'impose devant son coéquipier Gonzalez, offrant un doublé à Ferrari. Pour Alfa Romeo, la journée est marquée par les défaillances, des problèmes de pneus, des arrêts au stand chaotiques et une mécanique trop fragile. Avec cette victoire, Ascari arrive à seulement 2 points de Fangio au championnat. Tout se jouera lors de la dernière course en Espagne, dans une bataille qui s'annonce mémorable. La tension est palpable à Pedralbes, où l'issue du championnat se jouera entre l'Argentin Juan Manuel Fangio et l'Italien Alberto Ascari, l'un chez Alfa Romeo, l'un chez Ferrari, tous deux à la recherche de leur premier titre mondial. D'un point de vue comptable, la situation est simple. Celui qui gagne le Grand Prix sera couronné champion du monde. Alfa Romeo, consciente de l'enjeu, a travaillé d'arrache-pied pour améliorer ses Alfetta. Leurs efforts en termes de performance ont porté leurs fruits, mais la grande question est maintenant de savoir si la fiabilité tiendra jusqu'à la fin de la course. En qualification, Ascari se distingue en décrochant la pole position, suivi de près par Fangio. Farina et Gonzalez, quant à eux, sont loin et semblent hors de portée pour la victoire. La performance d'Ascari n'est pas un hasard. Ferrari, prenant des risques calculés, a opté pour des pneus de 16 pouces, un pari audacieux, sachant que l'équipe n'a pas grand chose à perdre par rapport à Alfa Romeo. Le départ est donné, et Ascari conserve le lead.
Fangio, quant à lui, rencontre des difficultés et se fait dépasser par son coéquipier Farina. Cependant, l'Argentin reste calme et se place dans le sillage des deux leaders, préservant ses pneus et réduisant sa consommation de carburant. À la quatrième boucle, Fangio passe à l'attaque et dépasse Farina pour ne pas laisser Ascari prendre trop d'avance, au cas où la Ferrari augmenterait son rythme. Au fur et à mesure des tours, Fangio se rapproche d'Ascari et remarque que les pneus de la Ferrari commencent à montrer des signes de dégradation. Les pneus de 16 pouces efficaces en qualification sont désormais un enfer pour Ascari qui subit une surchauffe. Profitant de cette faiblesse, Fangio prend la tête de la course et accélère le rythme, sachant qu'Ascari ne pourra pas suivre la cadence. Chez Ferrari, la situation devient préoccupante. Ascari est contraint de passer au stand dès le 9e tour pour changer un pneu crevé, alors que l'équipe avait prévu un seul arrêt. Cela ouvre la voie à Fangio qui peut désormais courir à son propre rythme, tout en restant sur ses gardes. Une erreur ou une défaillance mécanique pourrait encore compromettre cette victoire. Mais Juan Manuel Fangio est un véritable champion. Il tient bon, maintient sa position en tête de la course et franchit la ligne d'arrivée pour décrocher son premier titre mondial. González et Farina complètent le podium tandis qu'Ascari, malchanceux, termine à la 4e place, laissant échapper son dernier espoir de titre. Avec cette victoire, Fangio est couronné champion 1951 après une saison palpitante marquée par une lutte acharnée et de retournements de situation spectaculaires. Au classement final, Juan Manuel Fangio s'impose donc en tant que champion du monde 1951 devant Alberto Ascari et José Froilán González, qui ont tous deux réalisé une saison impressionnante. En 4e position, Giuseppe Farina, marqué par l'âge, termine ses saisons malheureuses, marquées par plusieurs abandons et difficultés techniques. Bien que le championnat constructeur n'ait pas été officiellement instauré, Alfa Romeo termine en tête avec 59 points, suivi de Ferrari et de Talbot Lago. Cette saison a été particulièrement marquante, avec le premier titre de Fangio, futur quintuple champion du monde, ainsi que la première victoire de Ferrari en F1. Cette saison est en réalité que précurseur de la future domination de Ferrari en Formule 1.